Au Philab, on profite de l'événement COP 15 pour faire un petit topo sur philanthropie et biodiversité. Et dans ce cadre-là, ce qui nous intéresse, c'est de voir le rôle que peuvent jouer les fondations relativement à cet enjeu qui, bon, est la biodiversité, mais c'est les changements climatiques, c'est toute notre... c'est toute la planète qui est concernée et l'évolution de la nature, pas de la nature humaine, mais de l'évolution humaine. Alors donc, pour cela, on fait à la fois des petits articles, mais aussi des entrevues, dont celle-ci. Ce qui serait intéressant de voir dans la discussion avec toi, c'est au niveau de la chaire, comment est-ce que tu vois la COP 15 à la fois en termes un élément d'un long processus, mais aussi particulièrement sur Montréal, est-ce qu'il y a des enjeux particuliers, puis est-ce qu'il y a des attentes qu'on peut avoir par rapport à cet événement? Ce serait donc ça un premier temps. Puis il y aurait un deuxième temps, c'est de se poser la question, la biodiversité concerne l'ensemble des acteurs, y compris la population, et de façon plus spécifique, quel pourrait être le rôle des fondations philanthropiques pour atténuer, travailler, contrer, donc aller dans le sens d'une plus grande diversité et non pas d'une disparition, là, si on veut, d'espèce après espèce, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, si on peut y aller avec la première question qui est relativement à la COP 15, à quoi on peut s'attendre réellement de cette COP? Est-ce qu'il y a des espoirs et est-ce qu'il y a des engagements qui vont être intéressants, qui vont se dégager de cette grande concertation? Oui, mais il faut d'abord savoir que ce type de rencontre, les COP, ce n'est pas une finalité, ça fait partie d'un processus, ça fait partie de discussions, de négociations qui sont en continu. Évidemment, il y a une concentration de l'effort lors de ces événements-là, mais je pense que c'est vraiment important de mesurer les attentes qu'on doit avoir pour ce type d'événement. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de cynisme là, qui est associé au COP. On pense qu'il va y avoir une grande entente et on ira de l'avant avec une révolution. Malheureusement, la réalité est plus complexe. Donc, moi, j'essaie de ne pas avoir trop d'attentes et d'être plutôt positivement surpris s'il y a des choses qui en résultent. Est-ce que c'est un peu l'assentiment, l'esprit général du collectif québécois qui s'est formé autour de la COP? Mais en fait, il y a des enjeux qui sont propres à cette COP 15 à Montréal. Premièrement, il faut savoir que c'est une COP chinoise. Hein. Donc, dans une conférence de cette nature-là, il y a toujours un pays hôte qui va prendre le leadership, qui va aller, disons, faire le paratonnerre un peu sur les négociations. Cette COP qui devait être à Kunming en 2020 a été reportée et finalement, on l'a transférée à Montréal en raison de mesures sanitaires, de beaucoup de contraintes. Donc, il y a déjà le défi de tenir une COP chinoise à Montréal avec le gouvernement canadien qui veut prendre sa juste part. Il y a une animation qui est faite à distance, tout l'ensemble des processus là, de visa, de travail à l'étranger, c'est quand même super complexe déjà au niveau logistique. Donc ça, c'est des bâtons qui sont dans les roues des enjeux, des objectifs qu'on pourrait se fixer. Donc déjà ici, ça amène un petit peu de la complexité. De l'autre côté, ce qui va être discuté à Montréal, l'élément principal, c'est le 30 par 30. Donc, s'amener à protéger 30 du territoire au niveau global pour 2030. Donc, l'idée du 30 par 30, c'est ce qu'on voudrait voir arriver à être négocié et signé. Ensuite, et ça, si ça se fait, ce serait peut-être aussi marquant que le 1,5 degrés Celsius de Paris, des accords de Paris en 2015, parce que là, collectivement, on pourrait marquer une mesure beaucoup plus franche par rapport aux objectifs de Nagoya de 2010, où on visait 17 à 20 en 2020. Donc, il y aurait vraiment un autre pas très positif de prix si on était capable de faire ça. Il faut savoir aussi qu'à des échelles nationales, c'est déjà bien engagé. Hein. Il y a si on prend l'exemple du Canada, au Canada et au Québec, on s'est engagé à protéger 30 en 2030. Donc, le momentum est bon. Ce qu'on fera ensuite, c'est de discuter du cadre de mise en œuvre. Comment on sera capable de
de mettre ce 30 % à exécution, quelles sont les typologies d'aires protégées qu'on va reconnaître. Et il y a un troisième élément pour moi qui est fondamental aussi, c'est toute la question financière, économique. Donc, évidemment, pour protéger du territoire, pour l'interconnecter, pour respecter les différentes cultures qui sont associées à ça, pour ne pas faire de colonialisme vert, on a besoin d'avoir une structure financière qui va demander à des entreprises de faire une reddition de comptes, qui va demander à des pays en développement de pouvoir soutenir un tel type de conservation sans avoir des impératifs de développement économique. Donc, on estime que on aura besoin d'investissements à hauteur de 700 milliards de dollars d'ici 2030 pour soutenir ça. La question ici, c'est de dire que, contrairement au changement climatique, où la mesure économique, c'est la tonne de carbone qui est facilement délocalisable. On peut émettre une tonne en Chine et la séquestrer au Canada. Il y a une transaction économique qui peut se faire. Il y a une comptabilité qui est pas parfaite, mais c'est beaucoup plus simple. Lorsqu'on parle de biodiversité, ce n'est pas délocalisable. Un écosystème a son unicité sur place. La biodiversité, c'est silencieux, mobile, invisible. C'est dur à capturer dans un processus simplificateur comme un mécanisme économique. Donc, cette question du cadre financier, ça va être discuté à Montréal. Je ne pense pas qu'on arrive avec quelque chose de très, très franc, mais au moins, il y a beaucoup d'acteurs qui s'y penchent. Les acteurs de la finance vont être ici à Montréal. Ça se mobilise beaucoup aussi au Québec. On voit des investisseurs institutionnels comme le Fonds FTQ, Fonds d'action, la Caisse de dépôt et placement, qui regardent la biodiversité avec un intérêt nouveau. Et si on compare au changement climatique, où on a eu besoin d'à peu près 25 ans pour faire en sorte que l'économie des changements climatiques arrive à maturité, si on se reporte en 1997 avec le protocole de Kyoto, on voit qu'aujourd'hui, avec, par exemple, des plans pour une économie verte, de la décarbonation de fonds d'investissement, bien, ce qu'on voit là aujourd'hui, ça a pris 25 ans pour arriver. Je ne pense pas que ça prenne autant de temps pour la biodiversité. Donc, on a, oui, du retard au niveau biodiversité, mais en même temps, on aura appris de l'importance de ces 25 ans-là d'enseignement sur les changements climatiques pour accélérer le pas. Et je pense personnellement là, que dans 4 à 5 ans, il y aura des acteurs de la finance, de la biodiversité qui vont être beaucoup plus présents et une perméabilité aux capitaux privés, publics beaucoup facilitée. Si l'objectif du 30 %, c'est vraiment un objectif central, c'est quantitatif, ce 30 %, et on l'a vu pour le Québec, où il y a un enjeu de se dire, oui, 30 %, on peut le localiser dans le Grand Nord, puis ça y est, la job est faite, versus un 30 % équitablement réparti sur le territoire et où il y a des urgences, comme par exemple toutes les zones urbaines, bien là, il y a plus d'urgence d'essayer de développer des éléments de pourcentage de ce 30 de façon à ramener la nature dans l'urbanité. Alors, est-ce que ça va être travaillé aussi, cette dimension du qualitatif au niveau de l'identification des pourcentages? Oui, puis déjà, il faut savoir que de la même façon qu'on parle du 1,5, 2 degrés Celsius, le 30 %, c'est une simplification. Hein. Il n'y a pas de science qui est totalement convergente là-dessus. Quand on a parlé au départ de 12 %, puis 17, puis 20, puis 30, c'est arbitraire, c'est basé sur des chiffres qu'on met sur la table, à peu près sur un coin de table. Donc, probablement qu'on devra éventuellement, plus la science avancera, nous faire connaître que un pourcentage, ce n'est pas égal partout. Peut-être qu'à certains endroits, c'est plus que le 30 %. Peut-être qu'il faudra non seulement penser en termes de superficie, mais aussi de qualité de restauration de protection, d'interconnexion des systèmes. Donc, Et là, c'est un enjeu central, l'interconnexion, puisqu'on ne veut pas faire des zones complètement isolées. Il faut permettre des migrations, la circulation. Exactement. Donc, tout ça pour dire que ces cadres de mise en œuvre se font à des échelles nationales. Donc, on rencontre des objectifs internationaux. On se dit, voici le 30 %. Mais ensuite, les cadres de mise en œuvre, on a des guides, on sait quelles sont les bonnes pratiques, mais ensuite, ça revient à des gouvernements du Québec, du Canada, des États-Unis, de dire comment on va le faire chez nous. Et là, c'est une pression multiple. Hein. C'est une pression des scientifiques, de la société civile, des décideurs, de l'ensemble des acteurs de la conservation qui diront, voici,
parmi l'ensemble des contraintes données sur notre territoire, les arbitrages à faire, mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour créer un réseau qui soit solide, qui soit adaptatif aux multiples pressions comme les changements climatiques, les espèces envahissantes, la pollution systémique. Donc, il n'y a pas une solution unique et miracle, mais effectivement, vous l'avez bien dit qu'il faut d'abord, la première idée, c'est de représenter l'hétérogénéité des systèmes sur un territoire donné. Donc, au Québec, on a la chance d'avoir différents domaines bioclimatiques, mais il faut réussir à protéger cette idée du 30 dans les zones urbaines, périurbaines, les zones plus rurales, dans le Québec méridional, septentrional. Dans le passé, évidemment, il y a peut-être moins d'arbitrages qui sont liés au territoire nordique. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas d'enjeu, il y en a énormément, mais on peut faire des gains de superficie plus rapidement. Il y a plus de terres publiques, il y a un potentiel d'intervention de l'État qui est plus grand. Ce qu'on se retrouve aujourd'hui, si on regarde ça d'un point positif, c'est qu'on a été seulement la deuxième province au Canada à atteindre l'objectif du 17 en 2020. Donc, il faut s'en féliciter quand même. On est des leaders au niveau canadien. Par contre, on a surpondéré la protection dans le nord du Québec. Oui. Donc, notre défi dans les 8 prochaines années, et là, le gouvernement le dit haut et fort qu'on veut atteindre le 30 on devra se doter de stratégies, d'enveloppes conséquentes, de décentralisation pour faire en sorte qu'on soit en mesure de protéger davantage dans le sud du Québec. Voilà, et ça nous amène au cadre financier, donc le troisième volet. Et est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de modalités financières? Il y a évidemment les gouvernements, mais tu as mentionné des entreprises privées, des organisations de la société civile. Alors, comment est-ce qu'on peut collectivement s'embarquer, s'impliquer, participer à ce cadrage financier? C'est comme toute dynamique économique, c'est multiple, c'est varié, il faut multiplier les portes d'entrée. C'est une fine ligne, hein, c'est une tension entre des processus qui sont réglementaires et des incitatifs volontaires. Pardon. Donc, je vais donner un exemple tout simple. Là. Ça peut être la loi actuelle sur les milieux humides et hydriques. Donc, il y a une loi qui prescrit pour l'importance de ces milieux-là, pour un historique de destruction, qu'on ne veut avoir aucune perte nette de milieux humides et hydriques au Québec, dans le sud du Québec. Donc, on fait des plans régionaux et on se dit que lorsqu'on aura décidé collectivement qu'on peut détruire un milieu humide pour d'autres besoins de société, il y aura une compensation qui sera donnée et de la restauration. Donc, on a mis en place une forme de marché hybride qui est vraiment imparfait. Là, on pourrait parler longuement de toutes les imperfections liées à la mise en œuvre de cette loi-là, mais il y a un principe qui est derrière, d'éviter la destruction, de minimiser les impacts, puis finalement de compenser, qui est une structure qu'on pourrait très facilement appliquer à l'ensemble des milieux naturels. Donc, il y a des rapports d'experts qui ont dit qu'au Québec et au Canada, on devrait mettre un moratoire sur la destruction de milieux naturels et de voir par la suite comment on peut bien travailler notre territoire. C'est lié à l'idée d'une politique nationale sur l'aménagement du territoire. Mais ensuite, en termes de mécanismes économiques, il y a évidemment, lorsqu'on veut protéger, mais on peut acheter le terrain. Donc, ça prend des enveloppes qui sont liées, oui, au gouvernement. Le gouvernement canadien, en l'occurrence, a mis beaucoup d'argent sur la table. Là, ça se compte en milliards de dollars pour faire de l'acquisition, pour faire du pairage avec des organisations de conservation qui vont chercher à travers de la philanthropie des sous. Donc, on peut mettre ça en place, de grossir les enveloppes et de les rendre plus stimulantes. Là. Donc, stimulantes en disant, il y a des pouvoirs publics qui vont doubler ou tripler un investissement privé. Donc, ça, c'est bien. Il peut y avoir aussi des incitatifs fiscaux, donc à des propriétaires privés ou des entreprises qui détiennent des terres. Lorsqu'on en fait un don écologique ou une servitude de conservation, on reçoit des crédits d'impôt. Donc, ça, c'est actuellement viable. Peut-être qu'il y a une plus grande pédagogie et connaissance de ces outils-là qui devraient être donnés aux acteurs privés dans le sud du Québec et ailleurs au Canada parce que la tenure des terres est largement privée dans le sud du Québec. Il faut faire connaître ça. Mais ce qui est peut-être le plus porteur, c'est de trouver une façon de rendre l'investissement biodiversité rentable. Donc, on a vu, par exemple, au niveau climatique, il y a de plus en plus de fonds d'investissement qui vont investir dans des terres, de l'achat de forêts parce qu'ils misent sur un prix du carbone qui va s'accroître dans le temps.
Donc, la rentabilité d'une conservation ne se fait plus sur de la coupe de bois ou d'autres interventions, mais sur du crédit carbone qu'on est capable d'aller stocker. Et ce stock de carbone a un reflet de valeur économique. Donc, de conserver trouver... une forêt serait une forme d'investissement. Exactement, parce que sur la forêt, on peut faire un monitoring, un suivi de l'évolution carbone, on peut générer des crédits et ensuite sur des marchés qui sont soit normatifs ou soit volontaires, on peut échanger ces crédits et ça peut devenir rentable très facilement. Il y a des, par exemple, fonds d'action ou les fonds FTQ. Le fonds FTQ investissent déjà dans des terres comme ça pour rentabiliser avec des perspectives multifonctionnelles. De prélèvement de fibres ligneuses, mais aussi de carbone. Donc, l'idée, c'est d'essayer de trouver une façon de rendre un reflet de la biodiversité très intéressant pour l'investissement aussi. Donc, c'est pas évident parce qu'on le disait tout à l'heure, c'est mobile, c'est invisible, c'est silencieux, c'est localisé, mais si on peut faire un parallèle qui, pour moi, est très parlant, ce serait de dire que le carbone, on a un marché d'échange. Hein, c'est des commodités. C'est comme d'échanger des grains sur la bourse de Chicago. On achète, on vend, il y a des émetteurs, des transactions. La biodiversité, on pourrait peut-être la réfléchir davantage comme un marché immobilier. Une maison, en tout point pareil, n'a pas la même valeur si elle est située au centre-ville de Montréal ou à côté d'un dépotoir. Les caractéristiques sont liées au lieu, à une série de variables comme ça. Donc, c'est juste pour dire que la biodiversité, on peut trouver des formes d'équivalence pour reconnaître le caractère unique de ce type de bien-là, pour éventuellement permettre à des capitaux de circuler dans des agendas de préservation, de conservation, d'aménagement, de restauration. Et tout ça, ça demande des mécanismes de gouvernance parce que c'est bien beau de s'approprier des terres, tout ça, mais après, il faut gérer, il faut pouvoir accompagner la bonne gestion, si on veut, de ce patrimoine. Et est-ce que ça reviendrait à l'État? Est-ce que ça reviendrait à des fiducies foncières, comme celle du Mont-Pinacle, par exemple, où là, on aurait une gestion citoyenne qui pourrait se faire d'un territoire, d'un aménagement, pour pouvoir s'assurer que la diversité continue à croître et pour ne pas avoir une autre forme de marchandisation de cet espace-là. Exactement. Je pense que là aussi, il n'y a pas de recette unique. Il y a des grands principes qu'il faut respecter, hein, des principes de cogestion, des principes de subsidiarité qui font en sorte qu'on est capable d'avoir la bonne intendance, la bonne gouvernance. Il y a des modèles hyper inspirants, je pense notamment aux forêts communautaires. On en a au Québec, il y en a en Ontario, où on est capable d'avoir des agendas très clairs sur du développement régional, sur de la conservation, sur de la préservation d'activités qui sont importantes au niveau de l'emploi local, sur de la foresterie, sur du tourisme. Et tout ça, lorsque c'est bien réfléchi avec des acteurs locaux, c'est souvent compatible et on n'est plus en train d'opposer économie et environnement. On trouve des façons de mettre ça ensemble parce qu'on respecte le caractère complexe et variable d'une région, d'une localité. Donc, oui, si on prend maintenant les fondations comme acteurs, un acteur qui est important parce qu'il a une certaine autonomie, il est indépendant de fortune pour les grandes fondations et donc il a une capacité de bouger qui est forte. Malheureusement, la cause environnementale, biodiversité, ce n'est pas tout à fait sur l'agenda, sur le radar de ces organisations. Pourtant, elle pourrait jouer un rôle important. C'est certain que les sommes qui sont impliquées sont énormes. Les fondations sont riches, mais quand même, c'est limité. Alors, qu'est-ce qu'elles pourraient faire? Comment est-ce qu'elles pourraient s'engager sur la scène de la biodiversité et de la lutte au changement climatique? bien, ça me fait justement penser à une dissociation qu'il ne faut plus faire. Les crises climatiques et de biodiversité, c'est la même chose. C'est intimement lié et à la fois dans les sources de ces crises-là, qui sont les activités humaines, mais aussi dans les solutions. Parce que la crise climatique, la littérature scientifique est très claire là-dessus, ça passera de 30 à 40 de la solution au changement climatique, ça passe par la nature dans l'idée de puits de carbone, de consolidation des stocks qui sont là. Donc, c'est une très belle façon, à mon avis, là, de construire une histoire. Lorsqu'on protège la nature, on protège un patrimoine naturel, on donne accès à la nature aux gens. C'est important pour des conditions socio-sanitaires, environnementales et tout ça, mais en plus, on est en train d'avoir un moteur
de lutte au changement climatique. Donc, des fois, dans la philanthropie, il faut construire cette histoire-là, puis c'est des fois difficile de mettre en opposition des bonnes causes parce que toute cause est bonne et ça prend souvent pour générer l'adhésion d'avoir une trame narrative qui est séduisante. Donc, moi, d'être capable de jongler avec biodiversité et changement climatique, c'est absolument essentiel. Comment on peut y prendre part? Je pense qu'il faut déjà voir l'effet levier qu'une intervention de fondation peut avoir. Il y a tellement de programmes qui sont là, de dons écologiques, de programmes de pairage de la part de pouvoirs publics qu'on peut rapidement, avec $1, devenir des 3, 4, 5 $ et là, ça devient significatif. Donc, je pense que ce rôle de leadership, du premier coup d'envoi qui peut être donné par ça. Et oui, on parle de gros montants, mais justement, lorsqu'on soulève une première pierre, bien, on est capable d'aller faire basculer des investissements suivants à l'intérieur de ça. Je vais donner un exemple d'un projet qui est très cher à notre université, à l'Université du Québec en Outaouais, où il y avait une annonce là, qui s'est faite à la mi-novembre pour la protection de la forêt Kenok, qui est la plus grande forêt privée dans le sud du Québec, 270 km² de nature, de rivières, de forêts. Et la campagne de financement pour protéger Kenok, elle s'élève à 50 millions de dollars. Il y a déjà 45 millions de dollars d'amassés par des dons en terrain, par de la philanthropie, par une contribution gouvernementale, par un leadership local. Et c'est une forêt qui était vouée peut-être à avoir une privatisation ou un développement. Et grâce à 4 familles fondatrices de ce mouvement, avec une organisation de conservation, on a plutôt changé la lorgnette et traduit ça dans un projet communautaire où les gens ont accès à la nature et on préserve ça pour la biodiversité, changement climatique, etc. Donc, pour moi, il y a une façon de construire une super belle histoire, de faire un legs aux générations futures. Et cette histoire-là, elle est intimement liée à des fondations philanthropiques qui se sont mises ensemble en disant, ben, construisons ce projet-là. Et on est sur le point de conclure ça. Je dis que c'est important pour l'université parce que ça devient notre forêt de recherche. Donc, il y a des programmes d'enseignement, il y a de la recherche au niveau d'étudiants gradués, de nos groupes de chercheurs pour comprendre quels sont les impacts des changements climatiques, comment on peut intervenir pour faire de l'adaptation. Donc, voilà. Et pour des fondations qui ont des missions qui sont parfois culturelles, parfois au niveau de la santé, donc éducation, santé, culture, c'est des grands secteurs qui sont couverts par la philanthropie et elle ne voit pas nécessairement comment est-ce qu'elle pourrait intégrer des éléments liés au changement climatique ou à la biodiversité. Alors, ce serait quoi des recettes pour les amener à voir que malgré le fait qu'elles sont dans des domaines ciblés qui ne semblent pas être reliés à ces grands enjeux, elles peuvent quand même, dans leur programmation, dans leurs actions, avoir une incidence? Mais nous sommes biodiversité. Hein. Ce qu'on mange, ce qu'on voit, ce qui nous fait rêver, ce qu'on expérimente, c'est la nature. Donc, c'est lié à tout. Et ça tombe comme ça. Parfois, il faut passer par des silos, mais si on regarde où l'argent tombe, par exemple, pour le verdissement urbain, bien, le principal financement actuel du verdissement des villes vient de la santé publique. Pourquoi? Parce qu'on est en train de diminuer des îlots de chaleur, on améliore la qualité de l'air. Donc, pour moi, des fondations qui sont liées à la santé, lorsqu'on érode les écosystèmes, on augmente la circulation de maladies provenant des zoonoses d'animaux, donc des épidémies comme on en a vu. On ne dit pas que c'est lié directement à la destruction d'écosystèmes, mais si on regarde la fréquence et l'intensité de ces impacts-là, et ça, c'est à très haut niveau, bien, ça devient un argument pour justifier sur des préceptes de santé globale, de santé humaine, de dire qu'il faut protéger de larges pans. C'est aussi vrai pour de la santé à des échelles beaucoup plus fines. On disait îlot de chaleur, qualité de l'air. C'est vrai pour de la santé mentale. Il y a une très, très riche littérature qui dit que les périodes de convalescence sont diminuées, la santé psychologique est liée à un accès à la nature. Donc, c'est vrai aussi. Tout ce qui est lié au développement des enfants aussi, il y a une grande littérature qui nous montre que le bonheur des enfants est lié à un accès à la nature. Donc, pour moi, il y a toujours façon
d'interrelier ça d'une façon ou d'une autre. Faut juste, je pense, trouver un lien qui soit clair, marqué, et qui, là encore, je te disais, construise une belle histoire, mais puisque nous sommes biodiversité, une façon de relier absolument tout à la nature. Et pour Montréal, ça pourrait être quoi des actions phares qui pourraient se faire à l'échelle donc de cette métropole? Parce qu'effectivement, on a déjà des espaces verts, on n'a pas toujours de l'interconnexion entre ces derniers et dans certains territoires de la ville, ben, on est vraiment béton-béton, là. Alors, ce serait quoi des actions relativement faciles qui pourraient être menées du citoyen, citoyenne jusqu'aux grandes institutions pour pouvoir aller dans cette direction? Oui, bien, il faut se donner des grands objectifs. Donc, des objectifs, ça peut être l'atteinte du 30 %, ça peut être d'augmenter la canopée, ça peut être des objectifs sur des nombres d'arbres à planter, sur de la connectivité. Puis ensuite, bien, ça se décline dans des mises en œuvre qui sont par échelle. Donc, pour moi, une intervention biodiversité, ça peut être un beau programme de distribution de fleurs sauvages que les gens vont planter dans leur jardin parce qu'on crée des habitats pour les pollinisateurs. Ça peut être un programme de ruelles vertes qui est en train d'interconnecter de la verdure dans le paysage plus urbain. Ça peut être de travailler avec les agriculteurs pour venir utiliser les zones agricoles non cultivables, donc tout ce qui est bandes riveraines, haies brise-vent, pour ramener de la nature. Donc, je pense que chaque acteur peut trouver son emprise, là. Donc, il y a des objectifs à haut niveau, mais si c'est à haut niveau, uniquement dans une perspective descendante, ce ne sera pas humaniser, adopter tout ce qui est, le consensus, le contrat social. On a besoin de l'imager. Donc, moi, je dirais que c'est ça, tout acteur, que ce soit un acteur privé, corporatif, de faire en sorte qu'on a une stratégie ESG ou une politique de développement durable qui fait une belle part à la biodiversité. Comment nous, comme entreprise, on peut jouer un rôle là-dedans? C'est vrai pour des quartiers, des associations citoyennes. C'est vrai pour la communauté métropolitaine de Montréal qui joue son rôle d'orienteur en disant, bien, voici, on peut restaurer à tel endroit, on va aller chercher de l'argent à Ottawa, à Québec, on va fédérer les acteurs. Donc, tout le monde peut avoir le réflexe biodiversité. Et je pense qu'on a déjà, tu sais, faut pas être cynique, je pense, dans cette histoire-là. Il y a beaucoup de belles choses qui se font à Montréal. On peut les accélérer. Il y a énormément de potentiel. Des fois, c'est la limite de l'espace, puis on essaie de mettre en opposition des bonnes causes, hein. La crise du logement, bien, ça nous empêche de conserver. Ça, c'est pas vrai. Il y a littéralement des milliers d'hectares dans la grande région de Montréal qu'on peut restaurer, où on peut ramener la nature. L'exemple des anciens golfs est très parlant à ce niveau-là. Donc, je dirais, c'est juste, c'est une histoire de réflexe, autant pour de la gouvernance que pour, à l'échelle d'un ménage, d'un individu, de penser à la nature, penser aux vivants, un peu comme on l'a fait pour d'autres questions environnementales, la gestion des matières résiduelles, la question des changements climatiques, l'électrification des transports. On s'en va dans une belle cadence. Bien, il faut faire la même chose pour la biodiversité parce que malheureusement, il y a un déficit de connaissances, il y a un déficit de pédagogie populaire qui fait en sorte qu'on doit vraiment remettre ça à l'avant-plan. Et la COP, bien, ça constitue quand même une excellente vitrine pour y participer. Voilà, pour terminer, quel va être le rôle du collectif, là, donc des différentes organisations qui se sont mises ensemble par rapport à la COP pendant la COP, mais est-ce qu'il va y avoir aussi une continuité après ou c'est simplement un collectif éphémère là, qui s'est constitué pour l'événement? Bien, c'est d'abord constitué pour l'événement. L'idée, c'est d'être disons, dans les COP, il y a 3 cercles, hein. Il y a un premier cercle qui est politique, qui sont les délégations nationales qui vont négocier des accords. Il y a un deuxième cercle qui est au niveau des acteurs premiers de ces questions-là, qui sont dans l'espace de la COP avec des accréditations. On pense aux grandes organisations internationales qui font la pression sur le politique, font des annonces. Donc, ça aussi, c'est assez, disons, pas opaque, mais ça reste en circuit fermé. Mais il y a un troisième cercle qui est celui de la société civile qui sert à mettre une pression populaire, à faire parler de ces enjeux. Et c'est l'idée vraiment du collectif ici de s'être constitué pour organiser des conférences, des ateliers, parler aux citoyens pour mobiliser. Donc, notre focus aux 80 organisations qui constituent ce collectif, c'est d'en faire parler, de mettre à l'avant-plan des enjeux qui soient globaux ou plus locaux.
Et évidemment, il y aura un post-COP sur l'application des ententes qui auront été signées ou encore là sur un momentum pour aller un petit peu plus loin. Chacune des organisations a ses propres capacités, expertises. C'est certain qu'il y aura encore des collaborations pour poursuivre sur ce chemin-là parce que, premièrement, 2030, c'est demain matin. Donc, il faut s'atteler tout de suite à protéger notre 30 de territoire. Mais encore là, ce n'est qu'un chapitre qui nous mènera dans une cohabitation de la Terre beaucoup plus sentie et respectueuse entre l'être humain et l'ensemble du vivant. Excellent. Ben, écoute, Jérôme, merci beaucoup. Ce fut une entrevue extrêmement intéressante.